Bonsoir à tous les deux. Prenez place. Bonsoir Charles, bonsoir Pablo. Je voulais vous entendre là-dessus, sur ce qui s'est passé justement à Élancourt. Je rappelle les faits pour ceux qui n'auraient pas regardé le début de l'émission. Un adolescent de 16 ans en état de mort cérébrale, donc, dans les Yvelines, après avoir percuté un véhicule de police. Il est accusé d'un refus d'obtempérer. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours. La question que je vous pose, c'est... On a l'impression, évidemment, ça rappelle ce qui s'est passé avec le jeune Naël au début de l'été. Est-ce qu'il y a un problème dans cette gestion du refus d'obtempérer? Je commence par vous, Charles. Alors, d'abord, sur cette affaire, on ne connaît pas du tout les tenants et les aboutissants pour l'instant. On a la version qui est donnée, je crois, par la police, mais il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et donc il faut qu'on ait un peu plus d'informations pour se prononcer de manière trop déterminée. Moi, je ne peux pas aborder ce sujet-là sans avoir... d'abord un mot de soutien et de compassion pour la famille de ce jeune homme qui, ce soir, vit un drame absolument abominable. Et donc, c'est évidemment vers cette famille qu'on se tourne en tout premier lieu. Ensuite, il y a... peut-être Est-ce qu'il y a une manière, oui, voilà, sur la façon dont la police réagit dans certains cas? Alors, on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de succession de situations dramatiques, en tout cas. Je crains que ces successions, ces événements dramatiques soient en nombre très réduit par rapport à ce qu'elle traite, à savoir les refus d'obtempérer, les rodéos urbains. Ce jeune homme était sans casque à faire des roues arrière sur une motocross. C'est malheureusement quelque chose qui se passe et qui se produit très souvent dans beaucoup de quartiers. Moi, quand j'étais... j'ai eu l'occasion d'avoir le témoignage d'habitants d'une petite ville des Yvelines qui s'appelle Houille, où les habitants en avaient absolument ras-le-bol des rodéos urbains qui étaient permanents et contre lesquels la police ne faisait rien. En principe, en France, la police ne percute pas et ne met pas en danger la vie des jeunes qui pratiquent ces rodéos urbains. Normalement, la doctrine vise précisément à ne pas aller doctrine, évidemment, aller au ça. contact. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement des dérapages? Alors, vous dites évidemment, c'est pas ça, c'est pas si évident, puisque par exemple en Angleterre, et je crois qu'Éric Zemmour réclamait qu'on applique la même pratique qu'en Angleterre, c'est précisément d'aller au contact. Donc, moi, je ne crois pas que ces dérapages soient la généralité. Et je pense franchement, je pense qu'il faut aborder ces sujets-là sans posture. Et autant je suis en compassion totale avec la famille de ce jeune homme, évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi avoir le courage de voir qu'il y a une situation de chaos dans certains quartiers, dans certaines villes en France. Et que ça n'est pas en demandant à la police de ne pas intervenir qu'on mettra fin à cette situation. Il faut quand même traiter le problème à la racine. À la racine, est-ce que la racine, c'est pas aussi le lien, Pablo, entre la population et les policiers? Certains témoignages disaient, oui, mais s'il a refusé d'obtempérer, c'est parce que finalement les relations sont mauvaises avec la police et qu'ils prennent peur. Voilà. Mais effectivement, les relations sont épouvantables entre la police et les jeunes, notamment dans les quartiers populaires et notamment les jeunes racisés. Ça a été rappelé par le député William Martinet juste avant. La façon en fait particulière dont la police stigmatise certaines populations et notamment les jeunes hommes noirs et arabes des quartiers populaires fait que, bah oui, au bout d'un moment, il y a une relation en fait qui se tend et qui explose. Donc il y a une peur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on est en train de parler d'un accident. L'enfant, parce que c'est un enfant. Un enfant de 16 ans. Un enfant de 16 ans étant entre la vie et la mort. Il est en état de mort cérébrale. J'ai, comme Charles, une pensée pour lui, pour sa famille, pour ses amis, parce qu'effectivement, le moment doit être vraiment très compliqué à passer. C'est un mort de trop, en fait. Et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il s'inscrit dans une série. En fait, et c'est largement documenté par les sociologues, les politologues qui travaillent sur la question de la police et des quartiers populaires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement? Eh bien, justement, déjà, pour empêcher cette série. La première chose, en fait, c'est réussir
à poser un constat. Or, aujourd'hui, on a une difficulté, et d'ailleurs, on l'a encore vu sur votre plateau, de parler, en fait, avec le corps policier, et tout particulièrement avec leurs représentants dans les syndicats de police. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent pour défendre leurs collègues. C'est la première chose qu'ils font en arrivant, ils défendent leurs collègues. Or, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on devrait tous se dire, merde, comment c'est possible, en fait, que tous les mois, toutes les semaines, maintenant, il y ait des jeunes dans les quartiers populaires qui meurent après un refus d'obtempérer, après une bagarre, etc., sous les coups de la police. Donc ça devrait être, plutôt que de parler des abayas ou de je sais quelle connerie, on devrait dire la vie d'un enfant, elle est inestimable. Et d'ailleurs, la vie de tout le monde est inestimable, mais honnêtement, il y a quelque chose de particulier avec les enfants. Donc il faut poser le problème. Une fois qu'on aura posé le problème, on peut dire, bon bah voilà, il faut de la police de proximité, bon bah voilà, il faut des recrutements différents, il faut plus de formation, il faut changer la façon dont la police s'adresse aux populations lorsqu'ils les arrêtent. Il faut peut-être aussi imaginer un changement de législation, parce que moi, il faut imaginer peut-être que les gens, par exemple, Charles parlait des rodéos urbains. Il disait, oui, c'est un problème, les gens, ça fait du bruit. Enfin, moi, je suis d'accord, peut-être que ça énerve certaines personnes que des gens fassent du rodéo urbain, je peux tout à fait le comprendre. Néanmoins, je pense pas que les gens qui sont contre le rodéo urbain dans leur propre ville pense qu'il est juste que ça aboutisse sur la mort d'un jeune. Vous voyez, il y a un problème entre les causes en fait qui font que il y a des policiers qui interviennent et derrière les effets que ça peut avoir, en l'occurrence la mort cérébrale d'un jeune homme de 16 ans. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que ça? Est-ce que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé après les émeutes liées à la mort de Naël, 17 ans au début de l'été, les réponses apportées, c'était des réponses plutôt répressives. C'était des centaines de comparutions immédiates, l'expulsion de logements sociaux dans le Val d'Oise, d'émeutiers par exemple. Est-ce que là, par exemple, le gouvernement en fait assez? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des mesures sociales pour ces quartiers? Prendre la chose vraiment à sa racine. Alors, si vous voulez... Parce interdire les rodéos urbains, on a l'impression que c'est... Écoutez, mais c'est un pansement. Il faut pas tout mélanger. Je suis d'accord pour dire qu'il faut s'attaquer aux causes. Néanmoins, ce sont des débats que nous avons depuis 30 ans. Le livre « Les territoires perdus de la République », qui évoquait déjà la question de ces quartiers populaires, je crois qu'il date de 2004, et c'est une étude antérieure. Donc ça fait 30 ans qu'on parle de ces sujets-là et que ça n'avance pas et qu'on a toujours sur les plateaux des représentants associatifs de banlieue qui s'écharpent avec des représentants syndicaux ou des élus d'extrême droite, ou de droite, enfin peu importe, mais c'est toujours un peu la même chose. Là où je peux rejoindre Pablo, c'est que je pense qu'on a une difficulté sous cette législature particulièrement depuis quelques années avec un défaut d'exigence vis-à-vis de nos forces de l'ordre. Alors je sais que la plupart de nos policiers s'imposent à eux-mêmes et leur hiérarchie leur impose l'exigence évidemment d'exemplarité, de bon comportement avec les personnes qu'elles interpellent, etc. Je sais aussi que ce gouvernement s'est systématiquement couché devant toutes les revendications syndicales de la police et que la hiérarchie a parfois été un peu faible. Moi, j'ai trouvé, par exemple, qu'après ce qui est arrivé à ce jeune homme qui s'est fait retirer une partie du crâne, quand même, à la suite d'une intervention policière, j'ai trouvé sa hiérarchie très molle. Alors qu'elle aurait dû, à un moment donné, quand on est le supérieur hiérarchique, on doit taper du poing sur la table, sanctionner, se montrer ferme. À cause d'un tir de LBD. Donc je trouve qu'il y a une faiblesse hiérarchique. Je pense qu'il faut interdire ce LBD. Au bout d'un moment, il y a trop d'yeux crevés, trop de blessés. Pour quel bénéfice je demande à voir? Il y a beaucoup de pays qui fonctionnent sans le LBD 40, donc on peut, à mon avis, parfaitement se passer du LBD 40. Moi, je suis pour la généralisation de la GoPro, cette fameuse caméra qui est apposée... C'est l'autre grande question. Mais c'est fondamental, qui est apposée... Mais d'ailleurs, pour les policiers... Mais les caméras, il y en a 50 000 qui ont été distribuées en France. Oui, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Moi, je pense qu'il faut que tout fonctionnaire de police porte sur son uniforme, d'abord son matricule visible, deuxièmement, une GoPro qui enregistre en permanence ce qui se passe, même pour lui. Imaginez que vous êtes accusé à tort, quand vous êtes policier, de commettre des violences policières. Ça a pu arriver. Il est arrivé que des vidéosurveillances
mettent en défaut des plaintes de violences policières. Donc je suis pour la généralisation de cette GoPro, je suis pour la refonte de l'IGPN qui aujourd'hui est à mon sens un organe... Police des polices. La police des polices qui à mon sens est un organe défaillant. C'est devenu un organe défaillant parce que c'est un organe dépendant. C'est devenu un objet indépendant. Enfin, en l'occurrence, là, dans ce cas précis, l'IGPN s'est saisi du dossier. J'en ai parlé, si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. J'en ai parlé avec M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur lui-même, sur un autre plateau, qui me disait, vous devriez vous féliciter qu'on ait mis un magistrat indépendant à la tête de l'IGPN. En l'occurrence, il a nommé une procureure, ce qui n'est pas du tout un magistrat indépendant. Donc, il faut aller beaucoup plus loin dans l'indépendance de cet organe. Et je pense qu'une fois qu'on aura fait tout ça, en effet, on aura quand même avancé sur une partie du problème, et je suis d'accord avec vous, mais je ne veux pas être trop long, sur le fait qu'il faut s'attaquer aux causes qui, à mon sens, sont très essentiellement territoriales. Je pense qu'il y a un problème de répartition des populations sur le territoire, et que tant qu'on ne s'est pas attaqué à la concentration de jeunes en difficulté de par leurs parents, de par l'endroit où se trouve leur collège, leur lycée, etc., que l'on stigmatise, on aura indéfiniment les mêmes difficultés. Donc, il faudrait plus de mixité, mais alors, comment on fait ? La question n'est même pas une question de mixité. La question, en fait, on a écrit sur le fronton de nos églises, sur le fronton de nos mairies et de nos écoles, liberté, égalité, fraternité. Le problème, c'est que là, vous avez des territoires qui vivent dans une totale inégalité avec d'autres territoires. Charles disait, on a ce problème depuis 30 ans dans certains quartiers. Mer, ça, oui, mais regardez en fait ce qui est fait. Alors, à certains moments, on dit oui, ils lâchent un peu, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de dire, bah oui, on va donner 10 milliards, bah oui, on va donner 20 milliards sur 10 ans, sur 20 ans, on va reconstruire le bâti, etc. En imaginant que, parce qu'on a ripolliné des façades, et je sais que c'est pas que ça, parce que il y a eu des grosses rénovations urbaines qui ont été mises en place. Je caricature un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on s'est attaqué au bâti, en fait, on n'a pas résolu le problème. Il y a le problème de l'enclavement des territoires. Il y a le problème des poches, en fait, de poches qui sont entières sans emploi. En fait, donc du coup, vous avez des taux de chômage qui sont corrélés au fait que il y a pas d'entreprise sur le territoire. Et tout ça, c'est pas juste en rénovant les logements sociaux du secteur qu'on va résoudre le problème. Pourquoi on le fait pas selon vous ? Mais parce que ce sont des populations qui sont stigmatisées, c'est-à-dire qu'on se dit, de toute façon, dans les quartiers populaires, dans les banlieues, en gros, on en a rien à foutre de ces gens. Et c'est un vrai problème parce que depuis la marche pour l'égalité de 1983, il y a des demandes en fait qui sont spécifiques, elles sont faites en fait par les gens qui habitent ces quartiers et jamais on les écoute. Donc au bout d'un moment, il va falloir les écouter parce que sinon, on ne peut plus tenir le pays, l'État ne peut plus tenir la promesse républicaine qui est la sienne et qui est celle de l'égalité. Un dernier mot là-dessus, Charles ? Non, juste un dernier mot. D'abord, une donnée qui ne fera pas plaisir à Pablo, mais qui est réelle, c'est que comme on a continué à accueillir énormément d'immigration, de populations qui sont allées, elles aussi, s'installer dans ces quartiers, on a continué d'installer au même endroit des personnes confrontées aux mêmes difficultés, des difficultés d'intégration, des difficultés financières. Mais en plus, il n'y a pas de bus, pas de métro. Oui, mais donc ce que je veux dire, Pablo, c'est que tu ne peux pas à la fois demander qu'on continue d'accueillir beaucoup d'immigration et déplorer derrière le fait qu'on n'arrive pas... Je vois pas le rapport. Je viens de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui cumulent les mêmes difficultés au même endroit. Et parce que en accueillant, que la population immigrée cumule des difficultés. En général, excuse-moi Pablo, la population immigrée qui arrive, par exemple, d'Afrique subsaharienne, elle n'est pas blindée de pognon, si tu me passes l'expression. Elle arrive, ce sont des gens qui viennent pour avoir une vie meilleure. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Les valeurs de la République, je ne les stigmatise pas. Je te dis juste que quand ils arrivent, ils cumulent des difficultés d'intégration. Pour leurs enfants et pour eux-mêmes, des difficultés. Il faut renforcer nos conditions d'accueil. Oui, mais il faut peut-être aussi maîtriser un peu davantage l'immigration et on avancera aussi peut-être en faisant ça. Mais c'est vrai que la France est devenue un pays où il n'y a plus de mobilité sociale et où aujourd'hui, quand vous naissez en Seine-Saint-Denis, accrochez-vous pour y arriver. Autre sujet important cette rentrée, c'est l'inflation. Bruno Le Maire, vous l'avez peut-être entendu ce matin chez nos confrères de France Info, qui, alors on le sait maintenant, exclut la possibilité d'une ristourne de la part du gouvernement, même s'il le dit, même si le prix du carburant venait à dépasser la barre des 2 € le litre. En revanche, il a lancé un appel à Total ce matin. Je vais regarder avec l'ensemble de la chaîne de valeur, les distributeurs, les pétroliers, quel est le niveau des marges, pourquoi ce niveau des marges reste un niveau élevé,
Et je souhaite que Total, qui a pris un engagement que je salue, de plafonner les prix de tous les carburants, diesel, essence, à 1,99 € jusqu'à la fin de l'année, prolonge ce plafonnement à 1,99 € de tous les carburants au-delà du 31 décembre. Je lui fais confiance pour qu'il prenne en considération les difficultés de nos compatriotes. Est-ce que l'État est dans son rôle d'en appeler à des entreprises privées pour faire cette histoire? Bruno Le Maire, c'est un peu son truc. Il appelle toujours, alors c'est parfois les géants de la grande distribution, parfois c'est les producteurs d'agroalimentaire, maintenant c'est les géants de... Enfin, c'est son truc, le quoi qu'il en coûte. Mais le quoi qu'il en coûte, quand même, a duré longtemps et il y a eu beaucoup d'aides de la part de l'État. Il y a des choses qu'il fait, mais il s'avère que c'est une autre de ses spécialités, c'est de souhaiter que Total... on ne sait par quel miracle, parce que, je sais pas, peut-être qu'il a discuté avec M. Pouyanné, le PDG de Total, et que les yeux dans les yeux, ils se sont dit des choses. Bon, le problème, c'est que avec le carburant, mais en vérité, je pense que c'est aussi vrai pour les questions alimentaires. On a un problème systémique, c'est-à-dire que on n'arrive pas à maîtriser le prix à la pompe. Il y a plusieurs raisons à ça, il y a plusieurs facteurs. Il y a les questions de la production. Il s'avère que la production de pétrole, c'est pas tellement sur le territoire français, c'est dans d'autres pays, notamment les pays de l'OPEP, qui sont réunis, qui décident un cours du baril. Le seul problème, et ça c'est vraiment compliqué à accepter pour les Français et les Françaises, c'est que parfois, en fait, vous avez le cours du baril qui bouge, voire parfois qui fléchit un peu, et ça bouge pas à la pompe. Ça, c'est quelque chose de très perturbant, de très énervant. Alors, on nous explique que oui, mais c'est les stocks, oui, mais c'est les machins. Et derrière, on voit que Total fait des bénéfices énormes, même exorbitants. Il a même été, à un moment, réfléchi si on ne pouvait pas les taxer tout spécifiquement parce qu'ils faisaient des profits absolument gigantesques. Donc, vous dites que c'est bien, alors, que Total prenne ça en charge? Mais en fait, j'espère. Non, mais en fait, ristourne, ça veut rien dire. Il y a un problème dans comment se compose ce prix. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on paye 2 € à la pompe? La transparence, en fait, sur ce prix à la pompe, il n'y a pas beaucoup de transparence. Effectivement, il y a 60% de taxes. On peut dire, j'ai entendu par exemple le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, dire et des gens aussi d'extrême droite, je ne suis pas en train de les réunir, mais ils ont fait tous les deux à peu près la même proposition, en disant il n'y a qu'à supprimer un peu de ces taxes, et du coup, sur le portefeuille des Français, on va pouvoir un peu plus dépenser dans l'essence. Je vois pas, personnellement, je pense qu'on ne peut pas se couper dans le moment, en fait, de recettes de l'État. Je pense que la seule chose à faire, c'est réfléchir au circuit de production et de distribution de l'essence en France et essayer en fait, d'y voir plus clair. Et ça, exactement, il y a à peu près la même opacité sur les prix des produits agroalimentaires. On reçoit très souvent sur ce plateau des responsables de la grande distribution et ils nous disent tous, on ne sait pas pourquoi le produit est là coûte X balles. Non, moi je considère qu'une entreprise comme Total, qui est un fleuron français, qui s'appuie sur la puissance française, qui s'est appuyé sur la puissance de la France pour devenir le groupe qu'il est devenu, qui a fait 36 000... Qui pompe pas mal en Afrique. Qui a fait... Oui, mais notamment grâce... les sous-sols partout dans le monde. Alors, pour le meilleur et pour le pire en matière d'écologie, on est d'accord. Et de droits humains. Et sans doute de droits humains, même si j'espère quand même que Total fait attention à respecter les droits des gens qui travaillent pour lui dans le monde entier. C'est grâce à l'aura de la France, à la puissance de la France dans le monde, que Total est devenu ce groupe remarquable, qui a fait 36 milliards d'euros de bénéfices nets, de bénéfices opérationnels l'année dernière. Donc je trouve tout à fait naturel que Total fasse un geste pour les Français. Et moi, je suis libéral, mais je suis patriote. Et donc, si une entreprise qui est à ce point-là un fleuron de la France n'était pas en soutien de la population française, je serais tout à fait favorable à prendre des mesures contraignantes vis-à-vis d'elle pour qu'elle le soit. Donc, que l'État ne le fasse pas, en tout cas, ça ne vous choque pas, donc, et qu'elle délègue, qu'elle ne propose pas de baisse des prix, qu'elle ne fasse pas de ristourne, si vous voulez, que l'État ne fasse pas de ristourne. Je comprends la position de Bruno Le Maire qui expose que ça coûterait 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros d'appliquer la proposition qui est faite, notamment par Xavier Bertrand, de baisser les taxes.
Même si je n'ai pas de religion totalement arrêtée, puisque moi je suis contre les taxes par définition, et je pense que un produit aussi taxé, l'État peut aussi faire un effort. Mais je considère que Total doit faire un effort parce que c'est une entreprise nationale et que donc il y a Total pas ne fera pas d'effort. Enfin, ils en font Total a déjà fait l'année dernière. en ce moment. Et d'ailleurs, ils n'ont pas donné leur réponse. D'ailleurs, Ils en font en ce fait, moment. attendez, vous êtes en train de me dire, ils font un effort et puis ils font des bénéfices records. Vous voyez, il y a un problème en fait. on peut faire des bénéfices et en même temps aider les Français. 36 milliards. En fait, à partir du moment où vous faites un bénéfice de 36 milliards, moi j'appelle ça un effet d'aubaine avec une opération de communication. C'est tout ce que c'est. Je suis vraiment désolé. Le prix à 1,99 €. Mais c'est aussi des produits d'appel. Enfin, je veux dire, après ils vous disent, bah voilà, regardez, paf, on fait de la pub partout en disant Total. Par ailleurs, et en dessous, on plafonne à temps. Et derrière, les gens vont se précipiter et faire la queue chez Total plutôt que d'aller chez le concurrent. C'est aussi comme ça que ça marche. Et je suis désolé, à partir du moment où ils font de tels bénéfices, mais c'est là que je vous dis qu'il y a un problème systémique, on ne peut pas accepter. En fait, on ne peut pas accepter ces bénéfices. Moi, je suis désolé, mais je suis. Pourquoi on ne pourrait pas accepter des bénéfices 36 milliards. Et après, tu crois que ça va où les 36 milliards? Il y a une partie qui va en investissement dans l'entreprise, je l'espère, pour faire encore plus de profit. Et ça va pas forcément pour la transition énergétique, mais il y a une autre partie qui va dans la poche des actionnaires. Et je suis désolé, mais rien ne justifie en fait de tels bénéfices aujourd'hui. En tout cas, Total a dit qu'il allait regarder le sujet pour 2024 sur l'éventualité d'une prolongation du plafonnement. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que souvent cherchent les entreprises à faire, les entreprises qui sont non cotées au CAC 40.